Bien, bonjour aux premiers arrivants. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Euh, on est dans la dernière semaine, le dernier sprint. Là, pour le coup, c'est plus un marathon, c'est 8 jours à peine, 6 jours. Allez, une petite semaine encore d'efforts pour sortir de l'enfer fiscal qui vous est promis chaque année, invariablement. Bon, on est 25 aujourd'hui, ce qui est pas si mal compte tenu des circonstances. Je vois Bertrand, Catherine, Corinne, Eric, Fred. Qui est-ce que j'ai d'autre? Guillaume, Jacques, Magali, Marion, Pierre, Stéphane, Yann, et quelques autres. Bon, je ne vais pas tous les citer. Je suis ravi de vous revoir. Euh, Pas mal d'entre vous faites partie des fidèles, hein, puisque vous revenez pratiquement à chaque session, ou en tout cas à 80-90%. J'ai des auditeurs, j'allais dire des spectateurs très fidèles, donc ça fait plaisir. J'espère que j'arrive à renouveler votre intérêt à chaque session et que je peux vous apporter des informations nouvelles régulièrement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire encore aujourd'hui. Je vais laisser passer les 5 minutes conventionnelles pour qu'on puisse laisser arriver la plupart d'entre vous. Euh, voilà, les compteurs montent doucettement. Ouais, c'est la fin là, c'est la fin. Encore une année, bon, évidemment, est-ce que je vous l'apprends? Il reste compliqué. C'est bien pour ça qu'on va parler tout à l'heure de ce séminaire de 2 jours à Paris, les 26-27 juin. Euh, Vraiment, je pense que ça va être l'un des séminaires les plus intéressants que j'aurais pu organiser depuis plus de 25 ans, puisque ça fait 25 ans que j'en anime dans la profession. Et je pense que là, ça va être quand même assez top niveau, d'autant qu'on sera pas loin de, je crois, 7 ou 8 intervenants différents. La plupart qui seront sur site, je pense qu'il y en a un ou deux qui seront en visioconférence, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ce jour-là, enfin, ces jours-là, mais ils seront présents sur une demi-heure, 1 heure de présentation. Donc voilà, on va voir un petit peu l'IA dans toutes ses lignes, dans toute son opérationnalité, sachant que après 18 mois enfin 18 mois après la naissance, on va dire publique, hein, puisque novembre 2022, c'était un peu la naissance publique de l'IA, bien que l'IA était déjà au cœur de beaucoup de choses que l'on fait dans nos vies, hein, que ce soit nos GPS, nos smartphones, différentes box qu'on a chez nous, des différents outils, par exemple de tenue comptable ou d'OCR. Il y avait déjà de l'IA depuis longtemps, mais là, c'est vraiment une IA qui est devenue accessible à tout un chacun, moyennant un petit peu d'effort. Donc voilà, ça, ça pose un peu le sujet, ça pose un peu le débat, et je pense que progressivement, tout ça va se mettre en place. Allez, on est presque à 35. Je vais démarrer. Alors, j'ai prévu 1 heure. Je vais être un peu plus rapide, peut-être aujourd'hui, pour vous laisser un peu plus de temps dans votre sprint, justement. Et on va attaquer ça dans quelques instants. Le temps de d'afficher mon diaporama. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, je pense que là, on va être pas mal. Voilà, 2 jours pour mettre en orbite votre cabinet avec l'IA. Et là, je vous promets que ça va être des jours ultra concrets, puisque sur tous les sujets, les 7 sujets principaux que j'évoquerai, nous évoquerons tout au long de ces 2 journées parisiennes, il y aura de l'IA partout et de l'IA surtout opérationnelle partout. Et on va en parler dans quelques minutes. Alors,
Je voulais simplement, comme je le fais à ma bonne habitude, rappeler donc ce qui s'était dit la semaine dernière, hein, notamment la concentration des éditeurs sur des grands groupes, la concentration des cabinets également sur des cabinets de plus en plus géants, la perte tendancielle de productivité qui malheureusement s'accélère en 2023. Et rien ne dit que sur l'année qu'on ne connaît pas encore, elle ne sera pas également en perte de vitesse aujourd'hui. En tout cas, je suis Baudor que la tendance continuera une septième année. Alors, septième année par rapport à mes statistiques, hein, sachant que je ne suis pas remonté au-delà de 2018. Mais déjà, on voit une énorme érosion depuis 2018. Bon, rumeur sur effectué électronique, on ne sait pas, on verra bien. On va faire comme si. Et puis les nouvelles versions de ChatGPT. Alors, je vais encore vous parler de nouvelles choses là aujourd'hui, puisqu'il y a eu encore des choses qui sont sorties depuis la sortie de la GPT 4o pour Omni. Et donc, ça bouge sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Puis, à mon avis, pourquoi seule l'IA peut vous aider à sortir un peu la tête de l'eau, la tête de l'étau dans laquelle les cabinets rentrent un petit peu. Je vous confierai un peu mon impression hein, qui est à la fois positive et avec un grand point d'interrogation au-dessus de la tête. Alors, je voulais juste revenir sur un point que j'ai oublié la dernière fois, c'est que je vous ai parlé des groupes, notamment donc Silver Lake qui avait racheté donc Cegid qui lui-même avait racheté avant Servansoft, CCMX, Quadratus, et puis Silae. Et j'ai juste oublié la dernière fois de vous mentionner EBP quand même, c'est pas rien au niveau de la TPE. Hein, les outils EBP, il y a une époque, il y a 30-40 ans, où on avait des EBP, des SARI, des Sage, Memsoft, encore quelques-uns qui ont tous été absorbés à l'époque. Et donc, ça y est, là encore, avec EBP, c'est une boîte française qui devient anglo-saxonne de fait, qui rentre dans un groupe anglo-saxon. Bon, et puis je vous avais parlé de Visma qui a racheté aussi des plus petites boîtes, hein, les petites pépites de la Contatec. Et donc la Contatec, comme le disait Camille Braja, qui est une jeune consultante de la profession, d'ailleurs qui a traversé certaines de ces boîtes-là, je crois, ou peut-être c'était Dext, mais peut-être Trust aussi. La Contatec est morte, alors non, elle n'est pas tout à fait morte, mais enfin bon, elle se fait grignoter un peu sérieusement, et il y aura d'autres noms dans cette liste-là. Je vous l'ai indiqué également la dernière fois. Moi, ce qui me soucie plus, c'est cette évolution-là, hein, surtout les 3 dernières années, et ça compte pas 2024, évidemment, qu'on connaîtra que dans un an. En tout cas, une perte de productivité de 25 points, hein, si on intègre l'inflation, puisqu'après les chiffres de 95 000 enfin presque 96 à 92 et quelques, ça ne fait pas moins 25, mais si on enlève l'inflation, oui. Donc moins 25 en 6 ans, ça va vite, et en plus ça accélère sur les dernières années, puisque une grande partie de la perte de productivité s'enregistre sur les dernières années. Voilà, donc ça c'est le classement 2024, enfin en tout cas l'étude 2024 qui porte sur le millésime 2023 du magazine La Profession Comptable. Voilà. Alors, en relation avec ces augmentations, ben, on a quand même les coûts informatiques, hein, je le rappelle, qui sont passés de 3%, c'est resté à 3% pendant des années. Moi c'est ce que j'ai connu au moins pendant, je serais tenté de dire, presque 10 ans de ma vie dans la profession. Et puis, ça a commencé à augmenter avec l'arrivée du SaaS en 2004-2005 par là. Et je pense que c'est Cégide à l'époque qui l'avait fait rentrer. Et puis ça a suivi. Alors évidemment, Cégide était au courant, très au courant de ce qui se passait aux États-Unis. Et le SaaS était déjà en vigueur aux États-Unis avant d'arriver en Europe. Bon, 3%. Aujourd'hui, on est plutôt à 10 ou à 12 ou à 15, ça dépend des cabinets et ça dépend quand même beaucoup de leur taille, puisque je connais même des cabinets de très très petite taille, style 2, 3 personnes, 4 personnes. L'informatique, c'est même 20-25% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est assez colossal. Et quand on rajoute l'évolution des coûts RH, là aussi, je l'ai vu hein, monter en puissance. On était pendant longtemps à 40-45, on va dire 45 pour prendre quelque chose qui n'est pas trop dans le passé. Et aujourd'hui, on est plutôt à 55, voire 60%. Là encore, ça dépend de la taille des cabinets. Donc, voilà, les pourcentages ne veulent pas toujours dire la même chose en fonction à la fois de la localisation géographique, mais également de la taille. Mais en tout cas, il y a une sérieuse érosion des marges
Et donc là, bon, voilà, il y a quelque chose à faire, à mon avis, qui est significatif. Alors, notre programme d'aujourd'hui, donc en point 1, ChatGPT 4o est désormais livrable, y compris pour les gens qui sont non abonnés payants à ChatGPT. Donc, vous pouvez l'obtenir si vous avez la version 3,5. Il est possible que automatiquement vous ayez la version 4o qui soit implémentée sur votre machine. Donc ça, vous allez le voir arriver un peu du jour au lendemain sans que vous y fassiez attention. C'est OpenAI qui gère ça. Et donc, bon, les voies du Seigneur étant impénétrables, on ne sait jamais à quel moment on va le recevoir, mais un jour ou l'autre, ça arrive. Et on a même une nouvelle version. Alors, par rapport à ce que j'avais annoncé la dernière fois, je vous parlais d'une version GPT Search, qui était une sorte de moteur de recherche concurrent de Google. Google qui est d'ailleurs très inquiet sur le sujet, et de la version 5. Et là, il semble qu'ils aient annoncé une version qu'ils ont baptisée un peu nom de code Next. Cette version Next, ça pourrait être la version 5, et elle a été annoncée par une sorte de keynote euh, dans un salon parisien dont je vais vous reparler, Vivatech, et la semaine dernière, je crois. Et voilà, et on voit je dirais, s'accélérer un peu les sorties dans les graphes que nous ont présentés les gens d'OpenAI. En point 2, je voudrais revenir sur l'énorme potentiel qui est devant les cabinets hein, en termes de développement de services, de développement de conseils, etc. Je vais les reciter un petit peu parce qu'il y a vraiment de grandes possibilités et pas que sur des missions légales, hein, pas que sur des choses qui ont été créées par l'État et ou l'administration et qui permettent au cabinet de surfer sur quelque chose qui est obligatoire, mais aussi sur des choses non obligatoires, mais très attendues par les clients. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a un oui mais, c'est que c'est pas facile hein, de bouger, de faire bouger votre organisation, votre stratégie. Il y a beaucoup d'obstacles, on va en reparler. Et ben, je vais en venir à l'IA à un moment donné, c'est que l'IA va vous permettre de casser, comme je l'ai déjà dit, ce plafond de verre. Donc l'IA, c'est vrai qu'elle est devenue opérationnelle dans toutes les grandes fonctions d'un cabinet. Hein, je vais vous donner des exemples à nouveau. Euh, Tous les jours, ça progresse, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment assez fascinant de voir comment des outils qui s'alimentent de l'IA ou les grandes IA elles-mêmes euh, évoluent quasiment chaque jour ou chaque semaine. Il y a des annonces et c'est vraiment assez fou. Ensuite, je vous parlerai du séminaire. Donc là, depuis la semaine dernière, il y a eu 5 places qui se sont bloquées. Donc là, il en reste 10, hein, et donc, je vous proposerai en fin de séminaire un beau cadeau pour les 5 cabinets les plus rapides à la fin du webinaire. Je vous expliquerai une offre réservée à ces 5-là. Voilà. Et puis la semaine prochaine, j'évoquerai un sujet qui m'est cher, qui est intéressant. C'est l'évocation, donc ce sera le 7, donc le lendemain du 6, date fatidique. Le 7, une routine de santé et de productivité que j'ai baptisée post-période fiscale avec l'aide de l'IA, hein, puisque là, vous avez besoin de recharger les accus, de vous refaire une santé, peut-être un mental ou voire même un moral. Et donc, c'est important que vous puissiez recharger les batteries de la meilleure des façons possibles. Et c'est important que vous puissiez profiter de ces mois de juin, juillet sans être trop sous l'eau par encore d'autres choses qui traînent ou qui ont pris du retard et que vous n'ayez pas qu'une seule envie, à savoir partir dans vos vacances d'été au mois d'août, par exemple, hein, ou en juillet-août, mais que vous ayez envie déjà de prévoir le plan du coup d'après. Hein. Le coup d'après, c'est l'appel fiscal sur le premier semestre 2025. Et si vous démarrez des choses qu'après le congrès, vous n'aurez pas le temps de faire grand-chose. Hein, moi, je l'ai déjà dit et redit. Essayez plutôt de démarrer des travaux, on va dire quasiment dès maintenant, en tout cas dès le mois de juin, voire le mois de juillet, pour avoir du temps disponible, de la réflexion peut-être pendant l'été, même si vous avez besoin de couper un peu sérieusement. Bon, le cerveau, il fait son boulot. S'il était alimenté par des informations, par un audit, par différentes choses,
avant l'été, il va faire le boulot, les choses vont se caler dans votre tête et vous serez complètement prêt, opérationnel et en grande forme au mois de septembre pour démarrer à fond le truc et être bien dans votre cabinet et dans vos godesses. Alors, le point 1, justement, donc la version 4O donc est livrable là, actuellement gratuitement, sans rien payer. Donc, on pourrait se dire, mais tiens, finalement, pourquoi je vais payer quelque chose? Alors, je vais quand même vous expliquer la limite de ça, malgré tout. Donc, ça a été déployé à partir de, je crois, à partir d'hier, pour être très précis. Donc, les gens qui étaient en ChatGPT 3.5 peuvent avoir la 4O. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas forcément vous qui pouvez la réclamer ou l'installer. C'est ChatGPT qui la libérera sur votre poste de façon un peu automatique via un système de mise à jour complètement transparent. Donc, il faut juste que vous regardiez dans votre ChatGPT pour voir si, quand vous regardez les modèles qui sont un peu en haut à gauche de l'écran, il n'y a pas la 4O qui serait apparue au-dessus de la 3.5. Voilà. Alors évidemment, il y aura quand même des limitations sur cette version-là, puisque si vous n'avez pas un abonnement payant, vous serez limité en nombre de prompts que vous pourrez mettre dans l'application. Je ne sais pas combien c'est, mais c'est peut-être une dizaine toutes les 3 heures, un truc comme ça. Donc, pour travailler vraiment un peu sérieusement, ça peut être un peu compliqué. Par contre, si vous avez, et vous l'avez la version 3.5 avant, vous pouvez un peu manager les capacités que vous laisse OpenAI, à savoir que peut-être de temps en temps, pour certaines choses, ne pas utiliser la 4O à chaque fois en fonction des besoins, et je vais vous expliquer un peu les différences entre les deux, en fonction des besoins que vous avez en termes d'IA, peut-être qu'à certains moments, il vaudra mieux, je dirais, dépenser vos quotas sur la version 3.5 qui a une certaine efficacité pour certaines choses et réserver des prompts spécifiques à la version 4O pour d'autres besoins. Voilà, comme ça, vous aurez une sorte de management un peu de vos quotas de prompts dans l'application sans forcément payer d'abonnement. Bon, je l'ai déjà dit, à mon avis, il y a un tel bénéfice à avoir l'abonnement payant à 20 dollars par mois que sincèrement, c'est une économie qui, à mon sens, n'a pas trop d'intérêt, en tout cas pour un cabinet. Mais si vous devez diffuser les choses sur vos collaborateurs sans vouloir ajouter des abonnements, des abonnements, des abonnements, ben, vous pouvez peut-être, vous, avoir une version payante et équiper vos collaborateurs d'une version 3.5 et 4O de façon à ce qu'ils puissent faire des choses. Bon, sauf que là, ils seront sur des choses un peu autonomes et vous pouvez pas les entre guillemets contrôler. En tout cas, ce ne sera pas sur une plateforme globale comme sur la version Team, hein, la version Team qui permet d'avoir un système pour tout le monde. Sauf que là, il faut payer 20 dollars pour chaque personne. Donc, ça peut finir par revenir plus ou moins cher. Au passage, je vous rappelle que vous avez des plateformes comme Blue GPT qui permettent d'avoir accès, alors je ne sais plus si ce n'est pas une vingtaine de modèles différents, ce qui est énorme, pour 20 dollars. Donc ça peut être intéressant aussi et ça peut permettre peut-être de partager les choses à plus de personnes. Bon, à voir, il y a moyen peut-être de gratter quelques euros. Alors, les plus de 4, la version 4O par rapport à 3.5, hein, et ça permet aussi de voir si on a les plus sur la 4O, ben, c'est là où il y aura peut-être des choses que vous pourrez faire dans cette version-là que vous ne pourriez pas faire ou pas faire bien avec la version 3.5. Donc, je vous affiche ce que fait la 4O de mieux. Alors, c'est vrai qu'en termes de multimodalité, elle est plus puissante, clairement, hein, sur les images, sur la capacité texte, enfin, le changement de texte vers image, texte son, texte vers vidéo, etc. La 4O est indubitablement beaucoup plus puissante. Ensuite, il y a l'analyse de données, hein, la Advanced Data Analysis qu'on avait que dans la version sinon 4 payante. Il y a des options de mémoire qui sont plus importantes, donc on peut mettre plus de mots, plus de tokens. Il y a plus, a priori, d'après ce que dit OpenAI, plus de précision dans les réponses et plus de sécurité aussi. Voilà. Donc, quand je dis sécurité, il y a peut-être un peu moins de délire dans le truc. Clairement, la 4O est beaucoup plus rapide et que la 3.5, et d'ailleurs même que la 4 Turbo, qui était devenue même moins rapide que la 3.5.
Donc ça, c'est vraiment très spectaculaire. C'est pas grok, mais c'est quand même pas mal. Ça s'affiche vraiment très vite. Ça peut synthétiser beaucoup d'informations. Et là, ChatGPT était souvent en dessous de la version 3, je crois, de Claude d'Anthropix. Mais avec la 4O, on se rapproche de la version 3 de Claude, qui elle-même est payante. Donc, si on veut résumer un gros PDF, par exemple, un gros document, euh, on a quelque chose qui est mieux avec la 4O. Voilà. Et puis, bon, tout ce qui est linguistique, c'est mieux. Hein, je vous l'avais dit, même avec un smartphone, avec une autre personne qui parle une langue étrangère, vous pouvez vous parler avec des temps de latence quand même très faibles. C'est mieux même que, et plus précis, plus puissant que Google Translation, hein, parce que ça existe aussi sur votre PC ou sur un smartphone, mais la version 4O est quand même de très très bonne qualité au niveau de la traduction. Donc voilà, si vous avez ce genre de besoin, voilà, donc, vous voyez un petit peu si vous devez, je dirais, dépenser un peu de vos droits, de vos tokens et donc de vos prompts sur la version 4O en restant gratuit. Il faut que vous alliez taper dans le multimodal, dans l'analyse de data ou sur des choses qui nécessitent de la grosse mémoire ou de la précision. Si la version 3.5, si c'est vraiment des choses un peu basiques, un peu banales, sur des petits volumes de données et tout ça, la version 3.5 sera très bien. Alors, maintenant, je vous parle aussi de la version dite Next, elle a été appelée par ce nom-là par OpenAI dans le salon Vivatech. Donc, on peut penser que la Next, c'est la 5. Euh, Là, ici, euh, il semblerait qu'on se rapproche d'une version beaucoup plus puissante que la version 4, manifestement. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, on est sur de la communication, on est sur des choses que les éditeurs nous disent. Tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. Mais il semblerait que ça soit capable de faire des choses beaucoup plus complexes. Et je vais même vous expliquer une grande différence dans la diapo à suivre. Il y a quand même une chose est majeure avec cette version par rapport aux versions 4. Donc, cette version Next, on peut penser que c'est la 5 et on peut penser que c'est aussi pour bientôt. Je vais en reparler au niveau de la date. Voilà un schéma. Alors, il n'est pas de bonne qualité parce qu'il a été pris avec un téléphone portable et agrandi, donc c'est moyen. Mais on se situe sur le point qui est marqué Today, là, si vous le voyez, donc le deuxième petit rond bleu, et la version 2024 Next serait juste après. Sachant que la future, la 2020, donc c'est un 7 à la place du X a priori. Donc cette version Next, peut-être la 5, pourrait être disponible, il semble, au mois de novembre, d'après ce qu'on peut en extrapoler. Bon, euh, on peut penser qu'il y aura des développements donc beaucoup plus aboutis et beaucoup plus élargis en termes de modèles de langage, mais même si on regarde un peu la chronologie, si on revient un petit peu au départ de l'histoire, donc il y a eu la version 3 qui était apparue même en 2021, mais là c'était un peu sous les radars, on n'avait pas vu, et qu'on a vu vraiment apparaître fin 2022. Et puis en 2023, il y a eu l'apparition de la version 4, avec des évolutions aussi dans la version 4. Aujourd'hui, on a la 4O et l'annonce de peut-être de la 5, en tout cas de la Next. Et donc là, je vous dis probablement peut-être vers la fin de l'année ou un peu avant la fin de l'année. Et puis il y a des modèles qui pourraient apparaître en 2026, 27, etc., même 25, qui vont nous amener vers ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, qui serait, d'après tout ce qu'on nous promet, alors est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une promesse souhaitable vers l'intelligence donc artificielle générale, qui serait beaucoup plus intelligente que l'être humain à tous les niveaux. On parle même de conscience dans ce genre d'outils. Bon, ça va vraiment un peu loin pour l'instant, mais voilà, de toute façon, on a vu ce qu'en 18 mois, OpenAI et les autres ont pu faire. On peut quand même s'attendre à ce que ça continue. D'autant plus que
et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on change d'approche. Avant, on était sur une approche qui était une approche générative sur du langage, sur du texte. Et là, on va être sur des agents intelligents, donc ce qu'on pourrait appeler une approche agentique. Et donc, on peut penser que, alors ça, c'est un peu les estimations faites d'après l'allure de la courbe. Alors, est-ce qu'ils ont tracé les points au hasard? Mais si on analyse les durées en fonction de ce qu'il y avait sur la courbe, voilà, je dirais les estimations de sortie des outils seraient donc fin novembre 2024 pour la Next et 2027 pour d'autres choses beaucoup plus puissantes à suivre. Voilà, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cette approche agentique. Elle est assez fascinante parce que avec un ensemble d'agents intelligents, on va pouvoir les faire déjà travailler ensemble. Alors rappelez-vous, je l'annonce même depuis un an, puisque j'en avais parlé même dans mon premier livre blanc de juin 2023. D'ailleurs, au passage, je suis en train d'en écrire un second, donc un peu la V2, qui sortira très probablement début juillet 2024, donc dans quelques semaines. Et donc là, en l'occurrence, sur le schéma qu'OpenAI donne, il parle d'agents coworkers donc, qui vont faire un travail ensemble en équipe, qui vont travailler sur des documents, qui vont travailler sur du code informatique, qui vont gérer des calendriers, donc de la planification, qui vont travailler sur du CRM, donc sur des data clients, qui vont travailler sur les emails, donc bon, en gros, qui vont faire beaucoup de choses sur tout ce que vous avez à faire régulièrement, je dirais au jour le jour. Et donc, ce passage d'un modèle de langage à un modèle d'action, hein, avec des agents intelligents, c'est vraiment la grosse révolution de cette version Next, peut-être version 5. Et jusqu'à présent, on arrivait à faire ça, si vous vous en rappelez, soit avec les plugins. On pouvait déjà, avec des petits plugins, faire des petites choses en orchestrant deux, trois plugins, puisque c'était la limite à l'époque. Et puis maintenant, on fait des choses avec des GPTs, hein, qui peuvent réaliser des actions automatiquement, et on peut enchaîner un certain nombre de choses. Et puis, si vous êtes un peu débrouillard sur des outils type no-code comme Make ou Zapier ou d'autres, vous pouvez créer des workflows, hein, qui enchaînent différentes actions jusqu'à un certain objectif, un certain résultat. Et là, ça serait intégré totalement dans l'outil, hein, parce que jusqu'à présent, il fallait mixer des outils externes à l'IA, type no-code, type RPA, etc., pour réaliser différentes actions, hein. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans Pilot Guard, que je rappelle de temps en temps. Euh, Là, il semble que on ait un peu de tout le matériel. Bon, à voir, hein, ce n'est qu'une annonce, hein, pour l'instant, mais qu'on ait tout le matériel ou une grande partie du matériel possible et des fonctionnalités possibles dans l'outil d'IA. Voilà. Et donc, il y avait sur le site web, à partir du 28 mai dernier, un article. Et en gros, l'article disait, voilà, on va créer en plus un comité de sécurité et de sûreté. Alors, il faut savoir que à l'époque, quand il y a eu le psychodrame du départ de Sam Altman d'OpenAI, donc c'était en fin d'année 2023. Il était parti plus ou moins, soi-disant, chez Microsoft, puis il est revenu. Et il y a eu des directeurs à l'époque qui avaient été un peu à l'origine de la brouille avec Altman, puisque comme vous le savez, lui, il a abandonné l'aspect open source de l'histoire, donc l'aspect open, gratuit, etc., pour un aspect évidemment payant, parce que là, il y a des milliards, voire des dizaines ou des centaines de milliards qui sont en jeu dans le truc. Donc évidemment, ça a dû le faire réfléchir un petit peu. Donc il y a des directeurs de l'époque qui sont partis, dont un directeur qui s'occupait beaucoup de la sécurité, de l'éthique et tout ça, et qui a été remplacé par un nouveau comité avec voilà, les noms Brett Taylor, Adam D'Angelo, Nicole Seligman, évidemment Sam Altman lui-même. Et ils sont censés, enfin en tout cas, ils remettent une couche de sécurité, d'éthique et tout ça dans l'histoire. Bon, est-ce que ça sera très au point où ça l'était à l'époque? Probablement pas, hein, puisque sinon ils ne seraient pas séparés avec les gens d'avant. Et
En tout cas, ça va évoluer comme ça. Euh, donc, les outils donc, d'IA, ça progresse ultra vite. Dans quelques mois, on va dire dans moins de 6 mois, je pense qu'on aura une version 5. Et là, la version 5, ça va être majeur pour faire tourner des systèmes automatisés, mécaniser des tâches, etc., de toutes sortes dans le cabinet. Donc, faut vraiment se mettre la tête dedans au plus vite pour ne pas être totalement largué quand ça va arriver au mois de novembre. Donc, vous avez de maintenant, juin, hein, puisque là, je vais considérer qu'on est en juin, de juin à novembre, donc ça fait pas beaucoup de mois, ça fait 5 mois. Vous avez 5 mois, moins les vacances, 4 mois, pour vraiment vous mettre la tête à fond dans le truc et arriver avec une couche culturelle, je dirais, nécessaire et suffisante. Maintenant, si on revient au cabinet, moi, ce que je prétends, ce que je pense, et je le pense réellement, il y a un énorme potentiel de développement hein, de services et de conseils pour les cabinets. D'autant plus que tant que vous êtes avec un monopole sur la compta et donc les entreprises sont quasiment obligées, elles ne sont pas tout à fait obligées, mais bon, pour la plupart d'entre elles, et notamment les plus petites, c'est un peu compliqué. Alors, soit elles sont très très petites, elles n'ont pas forcément besoin, soit elles sont moyennes ou grosses et elles vont se débrouiller sans vous, mais toutes celles qui sont au milieu, évidemment, sans vous, elles ont un peu de mal, tellement c'est compliqué. Donc, vous avez cet aspect stratégique qui fait que vous êtes un point de passage obligé, et c'est là-dessus que vous pouvez construire. Mais pour construire là-dessus, il faut d'abord que vous réduisiez la part de tout ce que vous faites aujourd'hui sur l'émission actuelle légale pour consacrer ce temps et cette énergie sur le nouveau, on va dire, business model à base de conseils et de services. Et donc, forcément, le potentiel est là. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des services financiers. Peut-être que ce sera lié à la facture électronique si la bête veut bien arriver dans le monde des TPE, PME. Hein, donc tout ce qui peut être, je sais pas, relance, alors facturation client, relance client, paiement des fournisseurs, recherche de prêts, de subventions, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire hein, pour le compte de vos clients. Il y a tout ce qui est pilotage, gestion, trésorerie. Bon, les clients vous attendent beaucoup là et pour l'instant, ils ne sont pas forcément tous très gâtés là-dessus. Ensuite, il y a la RSE. Bon, ça fait beaucoup parler la profession. Euh, Encore une fois, pourquoi? Parce que ça risque de devenir, et c'est de fait devenu peut-être pour des grosses boîtes plutôt pour l'instant relativement obligatoire hein, d'aller vers ce genre de démarche. Puis ça descendra progressivement sur les PME et les TPE. Il y a la lutte contre la cybercriminalité, donc la cybersécurité, on va dire. Et là, avec l'intelligence artificielle qui permet de créer beaucoup de choses, beaucoup de vidéos complètement sorties de nulle part, avec même demain une simple photo. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il fallait avoir une vidéo de quelqu'un pour s'en servir, pour faire un avatar, pour ensuite lui faire dire ce qu'on voulait et faire croire que, hein, fake news. Là, aujourd'hui, il y a des outils maintenant qui, avec une simple photo, sont capables de faire aussi bien. Et là, une photo, tout le monde est forcément quelque part sur Internet, sauf des gens qui sont vraiment très introvertis, très cachés, etc. dans la profession, ça existe. Hein. Mais si vous avez animé une réunion publique, si vous êtes un peu voilà, dans les instances, dans les syndicats, etc., forcément, vous avez été pris en photo. Et donc, avec cette photo, ben voilà, c'est clair qu'on peut créer une vidéo et vous faire dire à peu près n'importe quoi. Alors, il faut savoir qu'il y a une société qui s'appelle Clearview, si je ne dis pas de bêtises, qui, d'ailleurs, il y avait eu une histoire avec Facebook il y a quelques années, mais on sait que cette société-là a capté, je crois que c'est 2 milliards de photos, je crois, de la population mondiale. Et aujourd'hui, avec ces 2 milliards de photos, ils ont une data extraordinaire pour créer des outils derrière, justement, pour fabriquer des films, hein, des vidéos complètes avec un simple portrait. Évidemment, il y a aussi un impact sur la cybersécurité, sur un certain nombre de choses. Et dès lors que ces gens-là ont cette data-là, et ça, vous ne leur avez pas donné le droit de l'exploiter, mais ils le font quand même. Bon, c'est comme ça. Euh, voilà, il y a quand même des choses ici qui vont se développer et je pense que si vous mettez vraiment à fond dans l'IA,
vous aurez peut-être la capacité d'aller plus loin sur cet aspect cybercriminalité. Ensuite, il y a l'accompagnement à l'implémentation de l'IA. Ben, si le jour où vous aurez fait vous-même votre propre parcours en tant que dirigeant, et puis je dirais pour vos cadres et vos collaborateurs, je pense que l'étape d'après, ce sera de s'occuper des clients qui n'auront pas fait le saut là-dedans. Je l'avais dit dernièrement, plus de 70% des TPE n'ont pas mis un pied non plus dans l'IA. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. Alors, certaines n'iront jamais parce qu'il n'y a pas forcément, en tout cas, il y a moins de cas d'usage pour eux. Mais je pense que dans l'absolu, tout le monde en a besoin. Parce que dans notre vie personnelle courante, tout le monde est régi par de l'IA quelque part dans ses outils technologiques, même un simple smartphone, par exemple. Donc, il y aura besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Et si vous, vous l'avez fait pour vous, vous saurez le faire après pour les autres. Il y a beaucoup d'autres pistes, hein. Là, j'ai vraiment cité des choses assez emblématiques et dont on entend parler le plus souvent. Après, évidemment, l'exploitation de la data partout, c'est clair, la veille d'informations partout et de l'enrichissement de cette data, c'est très intéressant aussi. On va en reparler un petit peu. Voilà, mais je pense que ces pistes-là, déjà, ça vous fournit des sujets très importants. Alors évidemment, à part peut-être la RSE, pour le reste, aujourd'hui, il n'y a rien qui est obligatoire et c'est ça qui fait que c'est compliqué pour vous. Et j'en parlais dernièrement avec quelqu'un par rapport à Pilote Guard. Je lui disais, vous savez, depuis longtemps, et ça remonte à l'époque GESCAP dans les années 90, on a voulu vendre la mission tableau de bord. Bon, avec une récurrence et une périodicité de ce tableau de bord. Ça n'a jamais très bien marché. Et surtout, je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est de vendre le marteau là où les gens veulent planter un clou, quoi. L'objectif, c'est de planter un clou, c'est pas d'acheter un marteau et donc de faire un trou quelque part. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat avec ces outils-là. Ces outils-là, en soi, les outils d'IA ne sont pas une fin. C'est juste un outil pour obtenir des résultats. Le tableau de bord, c'est pareil, c'est un outil pour obtenir des résultats. Et donc, si vous parlez des résultats, là, ça intéresse les clients. Si vous parlez de l'outil, le client, il ne voit pas trop l'intérêt au début. Et typiquement, c'est pour ça on a fait ce travail autour de Pilot Guard. Notre idée, c'était de se dire, si on réduit à zéro le temps de fabrication du tableau de bord dans Power BI, si on réduit à zéro ou presque le temps des commentaires automatisés, bon, à moins que vous vouliez un petit peu les enrichir, si on réduit à zéro le temps de fabrication d'une vidéo qui va commenter tout ça, et comme je l'ai déjà dit, on va intégrer la vidéo dans le rapport à un moment donné, si tout ça, ça prend zéro temps ou presque zéro temps, ben, ça veut dire que vous pouvez délivrer cet outil-là quasiment gratuitement au client, donc le livrable lui-même, pas Pilot Guard, mais le livrable. Et derrière le livrable, vous avez un client qui lit vos résultats, vos analyses, qui comprend sa situation et qui mûre pour discuter des soucis, des problèmes, de ses besoins, de ses projets, du futur, etc. Et c'est là où le client chaud est capable de vous acheter quelque chose. Mais vendre le tableau de bord pour le tableau de bord, je pense que c'est une mauvaise idée. Et cette logique de vendre comme ça vient de votre façon de vendre une mission légale récurrente, où là, il n'y a pas besoin d'argumenter, parce que de toute façon, l'État le réclame. Donc le client, il est obligé d'acheter. Mais un tableau de bord avec de l'analyse de data ou des choses comme ça n'a rien d'obligé. Et donc, vous ne pouvez pas raisonner de la même façon. Et c'est là où, à un moment donné, je vous dis, je pense que l'approche de Pilot Guard, c'est plus une approche de pré-rendez-vous avec vous, expert comptable, de façon à ce que le client soit mûr, soit chaud, ait compris les choses et après ait envie de vous acheter autre chose, qui peut être récurrent, bien sûr, mais tant qu'il n'aura pas compris, il ne sera pas acheteur. Et ça, il faut vraiment profondément le comprendre. Donc, le potentiel, il est énorme. Là, j'ai mis le tiers de ce qui est possible. Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, je mets un bémol, c'est que c'est pas si facile, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, dans un webinaire précédent, je vais beaucoup parler des forces contraires du marché. J'avais dit, il y a l'État, il y a les partenaires, notamment les partenaires informatiques, il y a les clients, il y a les ressources humaines du cabinet, donc les collaborateurs et les cadres.
tous ces gens-là vous facilitent pas forcément la vie. Hein. On l'a vu, l'État, sur les commissaires aux comptes, c'est pas la joie. Et Dieu sait si la profession s'est déjà battue pour préserver ses mandats, mais on ne sait pas s'il n'y aura pas une troisième lame qui passera après les élections. Côté partenaire, les tarifs ne sont pas partis à la baisse hein, depuis quelques années. Donc, ils sont très gentils, les partenaires, mais à un moment donné, c'est compliqué pour vous d'avoir des augmentations de 20, 30, 50% tous les ans. Les clients sont devenus plus exigeants, les clients sont devenus moins respectueux, les clients ne vous donnent pas les pièces, etc., etc. Et puis les collaborateurs, bon, je ne vais pas vous refaire le débat, vous savez mieux que moi. Donc, c'est compliqué avec tout le monde. Tous les gens de votre écosystème, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, vous le savez, le temps vous manque. Vous avez 4, 5 mois, on va dire, à partir de juin, juillet jusqu'à fin d'année. En gros, peut-être janvier, février, ça commence à vibrer un peu, donc vous arrêtez tout. Mais on va dire de juillet à janvier, ça y est. Et puis après, on est reparti dans la suivante, quoi. Donc c'est court pour faire des choses qui sont des choses profondes, on va dire. Ensuite, manque de bras, hein, bon, problème croissant d'attractivité aussi, donc je ne vais pas revenir dessus. Bon, je ne pense pas que la période fiscale qui vient de s'écouler était bien meilleure que la précédente. Elle a peut-être même été pire chez certains d'entre vous. Et donc, voilà, la messe est dite, quoi. L'attractivité, comment est-ce qu'elle peut revenir à des niveaux extraordinaires avec des périodes fiscales qui s'entassent et qui sont toujours au moins pareilles, sinon pires? Expliquez-moi comment l'attractivité peut revenir. Moi, j'avoue que je ne comprends pas, je ne sais pas. Voilà, donc je ne crois pas. Ensuite, il y a un problème de manque de culture aussi d'entreprise, hein, beaucoup chez vos collaborateurs. Alors vous, non, parce que vous êtes au contact des chefs d'entreprise, vous discutez avec eux tout le temps. Voilà, vous les accompagnez, vous négociez pour eux avec, je sais pas, le banquier, avec des partenaires, etc. Mais les collaborateurs, le plus souvent, ils ont été mis dans un emploi très précis, voilà, avec des diplômes très précis, et on leur dit faites ça, et puis basta, déjà, quand vous aurez fait ça, on sera content. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir les amener vers autre chose. Et s'il n'y a pas le temps, encore une fois, et si eux aussi sont relativement fatigués et n'ont pas la motivation pour acquérir cette culture d'entreprise, et je dirais comment doivent-ils l'acquérir, c'est un grand sujet aussi, à un moment donné, c'est compliqué. Donc certains dirigeants de cabinet impliquent les collaborateurs dans les discussions de bilan avec les clients, donc peut-être les font monter en puissance comme ça, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de faire les choses. Ensuite, la plupart du temps, les datas sont très peu exploitées ou non exploitées. Vous produisez beaucoup de data, je l'ai toujours dit, vous ne les valorisez pas. Et comme en plus les outils de data vise type Power BI ou d'autres sont très peu maîtrisés par vous, voire pas du tout, eh ben, le problème, c'est qu'encore une fois, on revient à la case départ. Alors, avec là aussi Pilot Guard, on vous a fait fabriquer pour ceux qui ont attaqué, on vous a fait fabriquer des tableaux de bord Power BI automatiquement sans que vous ayez à vous en servir vraiment. Vous pouvez juste les montrer, etc. et discuter autour. Mais c'est vrai que ça manque un peu si demain vous voulez accompagner les clients sur de la data et sur des tableaux de bord un peu périodiques pour avoir plus de points de contact, plus de discussions et plus de possibilités de vendre des missions, là encore. Sachant qu'il n'y a pas que des datas produites par le cabinet, il y a aussi des datas de l'extérieur hein, que vous pouvez enrichir, capter par des robots. Je vais vous en parler après. Ensuite, l'IA est pas du tout ou peu implémentée actuellement. Bon, c'est quand même la situation générale. Le pas du tout, ça concerne 80% des experts comptables. Le peu, ça concerne les 20 autres pourcents. Mais voilà, c'est vraiment très basique pour ceux qui s'en servent déjà un peu. Je connais une poignée de gens qui sont très musclés sur l'IA aujourd'hui, mais c'est une poignée, quoi. Bon. Donc là, il y a un énorme effort à faire. Ensuite, c'était la conséquence de ce qu'on a vu tout à l'heure, manque de rentabilité, hein, parce que si manque de productivité, et comme ça se dégrade, forcément, lié au fameux coût informatique RH, moins on a de moyens pour investir du temps, embaucher des gens, peut-être profil nouveau, investir dans des outils, mettre en place des systèmes, etc., à un moment donné, ça coince. Et justement, on a un manque de systèmes automatisés, de workflow, comme je disais tout à l'heure, qui font que les gens passent encore beaucoup trop de temps à faire certaines choses manuellement.
avec en plus les risques d'erreur, avec bon, tout un tas de perturbations qui vont être très coûteuses en temps perdu à terme. Voilà. Bon, il ne faut pas se le cacher quand même, il y a une évolution de l'âge moyen des professionnels actuellement, et donc forcément, ça rejaillit sur des problèmes de santé. Et puis, c'est vrai que quand on a 30 ou 40 ans, on se croit immortel et on se croit invulnérable à la maladie, à la fatigue et tout ça, et puis on tire un peu sur la bête, et un jour ou l'autre, le corps réagit. Et donc, quand il vous dit stop, généralement, c'est pas forcément dans de bonnes circonstances. Donc, il faut énormément s'en méfier. Croire qu'on va pouvoir bosser 15 heures par jour pendant des semaines ou des mois, tous les ans, chaque année, etc., pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, bon, c'est un petit peu dangereux. Alors, moi, je vais même aller plus loin. Quand on résume tout ça, et du haut de mes 30 années dans la profession, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de lente implosion. Alors, c'est pas une explosion, c'est une implosion, c'est intériorisé du business model traditionnel des cabinets, où effectivement, si la tenue existe toujours, donc les appros, la tenue, la révision, etc., donc tout le schéma classique que je connais moi depuis 30 ans et qui existe depuis bien plus longtemps que moi dans la profession, euh, il y a quand même une implosion lente et on le voit dans les indicateurs. Ils vont toujours un peu, au moins, à la baisse, etc. Et donc, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Il va falloir sortir du déni qui est de dire non, non, mais bon, c'est juste, allez, c'est la conjoncture qui est pas bonne, ou, parce que je ne l'ai même pas mis d'ailleurs dans les obstacles, mais il y a aussi la conjoncture qui fait qu'il y a aussi il y a aussi des faillites qui augmentent. Je discutais cette semaine à dîner avec le patron de notre PME. Lui, il voit 70 000 faillites par an à fin 2024. On est passé pendant le Covid, on était à 30 parce qu'on avait quasiment suspendu la possibilité de pouvoir déposer le bilan. Et puis, on est monté à 40, 50, 60, et lui, il pense que ça va être 70. Et il pense que fin 2024 et même toute l'année 2025 vont être très, très, très compliquées, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir encore une augmentation des défaillances d'entreprise. Donc, forcément, ça va vous impacter, même si ça vous impacte avec 1 an d'écart ou 2 ans d'écart, ça va vous impacter. Donc, à un moment donné, sans vouloir être pessimiste, mais c'est juste du réalisme, quand on voit ça, il faut quand même se dire, bon, là, faut prendre le truc à bras le corps. Moi, je fais des missions quand même assez fréquentes dans les cabinets en période fiscale. Je n'ai jamais vu autant de cabinets euh, abandonner la mission. Alors quand je dis autant, c'est pas une majorité, hein, mais à une époque, c'était très exceptionnel qu'une mission s'interrompe parce que pour X raisons. Là, il y en a eu un peu plus cette année. Et puis à l'intérieur des collaborateurs pilotes qui sont dans la mission, il y en a eu aussi un peu plus qui ont lâché. Ils ont lâché mentalement, ils ont lâché au niveau de la motivation, ils ont arrêté à un moment donné. Et puis bah, le dirigeant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas leur mettre la pression, les harceler, jusqu'à les faire partir en maladie ou partir complètement du cabinet. Donc, du coup, tout le monde lâche. OK. Voilà. Donc ça, moi, je le ressens. Je le ressens parce que je le vis profondément dans mes missions au fond des cabinets. J'analyse des datas sans arrêt et quand même, je sens que ça tire de plus en plus. Et pourtant, beaucoup de cabinets font des efforts. Moi, je le vois encore une fois dans les cabinets chez qui j'interviens. La satisfaction, elle n'est pas forcément là à la fin de la mission, parce qu'il y a eu beaucoup de forces qui se sont liguées et qui, à un moment donné, malgré les efforts qu'on a pu faire, font que ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Et ça, c'est quand même un signe, parce qu'à un moment donné, quand on faisait du 30-40% les années passées sur plein de cabinets et que là, on a l'impression que ça devient un peu plus difficile, ben, on se dit, il y a quelque chose, quoi. Nous, on fait toujours la même mission. On le fait toujours de la même façon, ou même on améliore avec l'expérience la mission. Mais quand on n'y arrive plus, parce que les collabs n'y arrivent plus, c'est un signe d'un malaise général. Donc, faut le prendre en compte, quoi. On ne peut pas passer son temps à être dans le déni par rapport à ça. Voilà, donc à côté de ça, euh, je suis allé voir, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir les études d'Interfimo sur les prix de cession des cabinets. Alors, je suis allé sur le site pas plus tard que ce matin. Tout ce que j'ai trouvé, vous pouvez me dire si vous avez connaissance d'une version
plus récente, mais je ne crois pas, parce que j'étais sur le site quand même là aujourd'hui. C'est une édition 2021. Donc 2021, c'est déjà il y a longtemps, on va dire, hein. Et que nous disent ces études-là sur les prix de cession? C'est ça. Ils nous disent, voilà, le prix de cession moyen en France s'établit à 86% du chiffre d'affaires. Et ils nous disent 60% des transactions s'inscrivent dans une fourchette de 67 à 103. Moi, j'ai quand même la mémoire, c'est pas si vieux que ça, de cabinets qui se revendaient allègrement à 100%, à 110, 120, même jusqu'à 130% des fois. Euh, bon, c'était pas la moyenne, hein, mais la moyenne, elle tournait facilement à 80, 90, 100% du chiffre d'affaires. Ben là, c'est plus le cas. Ça a baissé. Et donc, voilà, ils disent là dans leur truc, le prix de cession moyen est en léger retrait depuis notre dernière étude en 2018. C'était 87%. Bon, c'est passé à 86. Bon, peut-être que là, maintenant, on est à 85 ou 84. Mais un point, plus un point, plus un point, plus un point, à un moment donné, ça finit par faire moins. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on regarde les typologies des transactions, et ce que je trouve intéressant, c'est ça, les opérations d'association de collaborateurs sont cédées en moyenne à 96%. Alors c'est assez étonnant, d'ailleurs c'est expliqué dans le texte, parce que généralement, il dit c'est ce qui est inhabituel, car en général, nous constatons plutôt une décote tenant compte de la contribution de l'acquéreur au développement du cabinet. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà dans le cabinet et qui rachète le cabinet, bah, il avait toujours un prix un peu meilleur, quoi, historiquement. Et là, ça s'est plutôt un peu retourné. Et il l'explique en disant, on peut penser que euh, on peut penser que finalement, c'est parce que les gens qui rachètent connaissent le cabinet et ont confiance dans la valeur du cabinet, qu'ils rachètent un peu plus cher que ce qu'ils devraient. Voilà. Donc, ça prouve un certain manque de confiance par ailleurs pour des gens qui rachètent des cabinets externes qui ne connaissent pas et qui rachètent par contre beaucoup moins cher, hein. Croissance externe acquéreur, on est à 88. Ça fait quand même 8 points de moins. Ça fait beaucoup. Voilà. Et si le cabinet a une très mauvaise rentabilité, on sera plutôt à 60-70, quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est des phénomènes qui sont intéressants, que je considère, et je pense qu'on a une évolution. Alors, c'est pas encore tout à fait l'évolution, je dirais, des pharmacies, hein, parce que les pharmacies, on sait à quel point elles ont perdu leur valorisation au fil des années, mais on était quand même plutôt aux alentours de 90, voire 100% de moyenne. Et ben voilà, maintenant, on est plutôt dans la fourchette 80 à 100. Et puis, il y a quand même 25% qui est entre 60 et 80. Et je pense que les barres là, qui sont à droite du schéma vont diminuer et les barres qui sont à gauche du schéma vont augmenter. Et donc, voilà, la pente, elle va dans le sens de ma flèche rouge, ce qui n'est pas non plus très très bon signe par rapport à tout ça, sachant que c'est sûr que si la robotisation, et je vais même enlever le si, la robotisation allant accélérer avec ou sans la facture électronique, eh bien, on peut penser que, évidemment, les valorisations pour cette partie du chiffre d'affaires vont baisser relativement fortement. Alors maintenant, je vais reprendre tous les points un par un qui vont être quelque part c'est le plan, c'est le programme du séminaire. Je vais prendre d'abord la santé. Mon idée, c'est que lors de ces journées des 26-27, je veux absolument qu'on parle de diététique, de mindset, donc de mental. Je veux qu'on parle de techniques de rajeunissement, parce que ça existe. Et surtout, je veux qu'on parle de routine pour gérer sa santé et sa productivité, que peut-être on parle d'objets connectés et là, je ferai venir une, voire deux personnes sur le sujet, parce qu'en plus, vous allez en avoir bien besoin. Donc, ça va vous concerner forcément tous dans ce séminaire, tous et toutes, évidemment, dans ce séminaire. Et donc, je vais mettre un focus spécial là-dessus, parce que on va se retrouver donc en fin de cette période fiscale. Et donc, je pense que c'est important de vous redonner
des informations, des éléments, des méthodes, une routine, parce que je pense qu'en dehors de cette routine, alors moi, je peux vous dire que je fais un certain nombre de choses pour moi-même là-dessus. C'est que j'ai adopté des routines sur mon agenda aujourd'hui, de façon à avoir des choses très découpées, très timées dans une journée, les reproduire plus ou moins de la même façon, alors avec des variantes sur les 5 jours de la semaine, voire sur un peu plus quelquefois que les 5 jours. Mais en tout cas, on se rend compte que quand on fait du time blocking, comme on dit, c'est-à-dire qu'on bloque des phases très précises qui peuvent être des quarts d'heure, hein, des fois, à la fois pour soi en premier lieu et puis après pour le travail, pour votre cabinet en second lieu, on arrive à faire plus de travail quand on définit du temps à l'avance que quand on laisse filer le temps comme ça vient, avec le fait de se faire déranger, etc. en permanence. Et puis il y a l'autre technique du time boxing qui fait que justement on gère des créneaux avec des zones comment dire, de décompression. Et ça fait partie d'ailleurs de la routine et de l'équilibre d'une journée. Donc, toutes ces techniques-là, elles sont importantes. Évidemment, les techniques d'alimentation, le sport, je sais pas, les compléments alimentaires, etc. Peut-être arrêter des médicaments, arrêter des trucs un peu dopants pour tenir le coup et bosser 18 heures par jour. Bon, tout ça, c'est une cata. Et évidemment, voilà. Donc, il y aura vraiment un vrai sujet là-dessus. Ensuite, sur le temps, on va parler de prompts spécifiques pour gagner du temps partout. On va parler de GPTs, donc des petits robots qu'on crée dans ChatGPT à votre service. Alors sachez qu'il y a une bibliothèque colossale qui existe déjà, qui est promue par OpenAI. Donc c'est soit des choses qu'ils ont créées eux-mêmes, soit des choses qui ont été créées par des différentes sociétés ou différents particuliers qui les ont mises là. On attend toujours une modalité de rémunération. D'ailleurs, ils en avaient parlé fin 2023. Depuis, on n'a pas beaucoup entendu parler de cette rémunération. En tout cas, des GPTs, il y en a des milliers et très bon. On parlera de workflow et seulement on en parlera, mais on vous montrera. Donc tout ça, ça sera totalement illustré par des outils et des méthodes, donc des workflows, des robots logiciels. Nous, je vous en ai parlé. On est toujours sur. Donc, on va démarrer dans quelques jours la bêta test robot URSAF. Il y aura d'autres petits types de petits robots comme ça. Le robot conversationnel qui permettra d'appeler un client, de discuter avec lui, etc. On est sur des tests. C'est pas si simple, hein, pour tout vous dire, très honnêtement. Mais on sait qu'on va y arriver. Mais là, on affronte des difficultés techniques, on affronte des difficultés de la doc, de certains outils anglo-saxons qui ne sont pas toujours d'une grande limpidité. Et puis, on s'affronte à des inconvénients liés au fait que, bon, le truc que des fois on vous vend est merveilleux, et puis quand on est vraiment dedans, c'est un peu moins merveilleux que ça. Mais on sait que c'est une affaire de temps et que toute l'expérience qu'on prend, tous les tests qu'on fait aujourd'hui, etc., ça fait partie de la richesse qu'on pourra développer et des outils qu'on pourra mettre à vos dispositions dans le truc. Ensuite, problème de bras. On reviendra sur des notions de tunnel de recrutement. Moi, j'en ai parlé souvent. Je pense que ça ne percute pas aujourd'hui dans le cerveau des dirigeants de la profession. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut travailler sur des schémas qui permettent d'avoir une alimentation régulière de candidats avec des automatismes liés à l'IA qui permettent d'être rapides à les contacter, rapides à les onboarder plus tard, et là, à les recruter évidemment au milieu, à les onboarder plus tard. Là, il y a vraiment des choses à faire. On peut travailler aussi grâce à l'IA sur le branding, la marque employeur, sur l'attractivité évidemment. Les réseaux sociaux sont vraiment un outil clé pour faire ça. Alors, juste une petite remarque sur les réseaux sociaux, parce que je vois pas mal de cabinets qui communiquent par exemple, LinkedIn et qui mettent des informations un peu techniques, c'est-à-dire qu'ils refont comme faisaient les anciennes lettres qui étaient envoyées aux clients. Ils parlent beaucoup d'aspects un peu techniques, parfois d'aspects sectoriels, et il n'y a jamais de lien entre le poste, par exemple, de LinkedIn, et le cabinet via sorte de call to action, hein, donc un CTA, comme on dit en marketing anglo-saxon, c'est-à-dire un- un lien pour faire pour créer une action du client vers vous, ou du prospect vers vous, ou du candidat vers vous.
Et donc, ce que je trouve incroyable, c'est que des outils modernes utilisés par des cabinets d'aujourd'hui, souvent, c'est utilisé avec je lance une bouteille à la mer et je crée aucun lien entre ma bouteille et moi. Et donc, ça sert strictement à rien. Déjà, je peux vous dire que des gens qui produisent des posts pratiquement tous les jours ou toutes les semaines, ou en tout cas très régulièrement, avant d'avoir des clients, il faut quand même se lever de bonne heure, hein. Il faut, d'autant que les statistiques comment dire, d'affichage, d'impression, etc. de LinkedIn ont baissé de plus de 60%. Donc ça veut dire qu'ils ont changé leur algorithme assez récemment et je dirais les effets de ce travail d'écriture, de communication, etc. ont baissé très notablement. Ils ont voulu faire du ménage, peut-être dans de la mauvaise valeur ajoutée, dans des postes qui étaient peut-être rédigés par l'IA et qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt. Ils ont fait comme Google, hein. Google a fait pareil, hein, d'ailleurs aussi. Donc en fait, tous les gens qui sont les réseaux sociaux, les moteurs, etc., sur lesquels des gens déposent de la data, de l'information, des articles, des posts, des tweets, tout ce que vous voulez, ils ont fait un énorme ménage dans leurs algorithmes pour requalifier la vraie valeur ajoutée, dégager la valeur ajoutée médiocre. Le problème, c'est qu'encore une fois, dès lors que vous mettez des choses qui ont peu de valeur, qui sont pas opérationnels et dans lesquels il n'y a pas de lien entre le poste et vous, à un moment donné, vous prenez le risque d'être invisible, premièrement, ou le risque que les gens balayent votre truc de façon un peu comme ça, voilà, et puis ils passent à la suite et il ne se passe rien. Et donc, pourquoi faire ce travail d'écriture, etc., de cet effort? Parce que ça peut coûter de l'argent aussi de se faire écrire ou d'écrire soi-même. Ça prend du temps, des posts, de les mettre sur Internet, de mettre des images, etc., voire de les fabriquer par DALL-E 3 de ChatGPT, pour que derrière, il ne se passe rien. Franchement, en plus, vous ne pouvez rien mesurer, quoi. Vous n'avez pas de stats, souvent, c'est pas analysé. Enfin, je veux dire, c'est pas du boulot pro, hein. Donc, il y aura des gens, les 26 et 27, sur ces sujets-là, pour vous aider, vous conseiller sur la façon de le faire comme il faut, en vous servant de l'IA, en vous servant des capacités de ces outils, moteurs de recherche ou réseaux sociaux ou encore d'autres. Mais il faut absolument professionnaliser cette façon de fonctionner. Culture d'entreprise, bah, je pense que, et là aussi, nous, on est en train de tester un truc chez nous. On peut créer des robots de veille, c'est-à-dire des robots qui vont chercher de la data sur des sites web et qui vous la ramènent avec un résumé, avec une transcription un petit peu travaillée, avec un lien URL, avec une image, etc. Et grâce à ça, vous pouvez alimenter vos collaborateurs pour les former, leur donner cette culture d'entreprise. Et puis, vous pouvez alimenter aussi vos clients. Et donc, vos clients, je pense qu'ils vous seront grés de recevoir des choses qui parlent spécifiquement de leur secteur d'activité via, par exemple, le code NAF ou de choses un peu techniques, mais qui sont liées à leur situation. C'est-à-dire que moi, je pense que les lettres généralistes qui parlent de tout et de rien, tout comme les sites web généralistes qui disent on fait tout et on fait rien auprès des clients, c'est nul. C'est plus ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler dans l'hyper-personnalisation. Donc, si vous créez de la data, si vous allez chercher de la data, si vous faites de la veille, si vous enrichissez vos data avec cette veille que vous faites rentrer pour des collaborateurs ou pour des clients, il faut vraiment qu'il y ait un travail, je dirais, un peu stratégique qui fasse que vous avez quelque chose qui soit adapté aux gens à qui vous le donnez. Si vous leur donnez des trucs généralistes, sans intérêt, ils vont le regarder une fois, peut-être deux, mais il n'y aura pas trois, quoi. Et là, votre truc tombe à l'eau, direct. Et ça, j'ai vu ça pendant 20 ans dans les cabinets déjà. D'accord? Donc, ces veilles, qu'elles soient sectorielles, qu'elles soient axées sur l'IA, qu'elles soient axées sur ce que vous voulez, ça peut être sur la RSE, sur la cybersécurité, sur tous les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous allez faire des missions. Il faut vraiment que la data qui vous permette de la capter et surtout de la rerouter vers différents interlocuteurs, que ce soit des gens de l'interne ou des clients, il faut que ça soit totalement et même hyper personnalisé pour que les gens soient intéressés. Par contre, si vous faites ça, là, vous prenez une avance sur tout le monde parce qu'aujourd'hui, quasiment personne ne le fait. Aucun cabinet ne le fait. Moi, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Donc, si quelqu'un le fait, ben, dites-le moi, je dirais,
sur le chat, dans les questions-réponses, là, suggérez-moi quelque chose, mais ou dites-moi un peu votre avis là-dessus. Mais sincèrement, on ne le voit pas, quoi. On ne le voit pas. Encore une fois, il n'y a pas de lien qui fait qu'on donne une information spécifiquement intéressante pour un client dans un secteur d'activité ou sur un sujet technique qui intéresse le client. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ensuite, la data, donc enrichissement des data. Il y a un très bon outil dans la profession qui s'appelle GeoDataVis qui permet qui a certains objectifs très typés. Bon, ils vont s'enrichir avec des data open source, hein, j'en avais, je crois, parlé un peu la dernière fois. Ça permet des analyses et ça permet voilà, d'exposer en data visualisation des informations qui sont intéressantes, qui sont à valeur ajoutée. On va le faire de plus en plus, nous aussi, dans Pilot Guard, d'une façon différente complètement de GeoDataVis, mais ça, c'est important, c'est intéressant et ça peut se mécaniser encore une fois. Ça veut dire que ça coûte pas d'argent, ça coûte pas de temps, ça coûte très peu d'argent parce que aller chercher les data une fois pour les redistribuer après à l'infini sur des dizaines ou des centaines de clients, je dirais les quelques tokens d'IA que vous avez pu dépenser pour aller chercher les data et éventuellement les résumer, etc. avec l'IA, c'est trois fois rien, quoi. Donc là encore, c'est un effort. Il faut que vous preniez la maîtrise de ce genre de choses. Et d'ailleurs, plus généralement, puisque c'est mon point d'après, maîtrise de l'IA. On a évoqué des méthodes, on avait évoqué des outils, du timing, etc. dans des sessions précédentes de ces webinaires. Ben là encore, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut que vous preniez de la maîtrise parce que aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et du coup, à la fois, vous avez du mal à être convaincant, peut-être vous pour vous-même, pour vos associés, convaincant pour vos clients et convaincant à plus forte raison pour vos clients, alors pour vos collaborateurs et pour vos clients. Et donc ça, je pense que c'est dommage, encore une fois, de ne pas se servir de ça parce que c'est, j'en parle après, un booster assez extraordinaire en termes de capacité. Alors bien évidemment, tout ce que j'ai dit avant, ça peut être également résumé dans un repositionnement stratégique global où on dit, ben voilà, demain j'anticipe que 25% ou 30% de mes honoraires qui correspondent à des missions récurrentes qui représentaient peut-être 50% de notre temps, on va le réduire, en tout cas on prévoit de le réduire et de l'affecter à cette nouvelle stratégie, des nouveaux services, de nouveaux conseils, de la production de data à valeur ajoutée, etc. Mais ça nécessite là aussi déjà d'avoir accepté l'implosion, comme je l'appelais, du business model, en tout cas la péremption à terme de cet ancien business model pour partir dans le nouveau. Et donc, ça nécessite de faire un travail de reconception de votre vision du cabinet à 5 ans, 10 ans, etc., sachant que même en 2 3 ans, vous pouvez faire déjà un travail considérable, je pense, avec l'IA. Et surtout, ça peut être beaucoup plus rapide demain, parce que ces outils sont extrêmement puissants, quoi. Hein, quoi qu'il en soit, même si demain, on n'avait pas, ou après-demain, on n'avait pas la facture électronique, ou si elle était repoussée au calendrier grec, ou je ne sais quoi, voire abandonnée, vous avez, avec l'IA, un outil extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. Donc là, il faut y aller. Et à un moment donné, effectivement, si vous êtes fatigué par tout ça, parce que j'imagine que peut-être que certains d'entre vous sont à 3 ans, 5 ans, 7 ans de l'acquis, et vous dites, bon, je tiendrai bien comme ça jusqu'à la fin, on va se débrouiller, on va serrer quelques boulons, et puis on va faire des économies dans les coins, et puis ça va le faire. Bon, et c'est pas forcément super enthousiasmant de se dire, on va juste raser un peu la moquette, et puis ça va passer. Mais sachez que même si vous avez cette fatigue-là, physique, voire mentale, les collabs sont tout autant fatigués que vous. Et je pense que même mentalement, enfin moi je discute avec beaucoup toutes les semaines depuis plusieurs mois, mentalement ils sont attaqués quand même. Ils sont attaqués. Ne l'oubliez pas, je le répète depuis plusieurs années, mais n'oubliez pas que, encore une fois, je fais référence à l'attractivité qui est marquée un peu plus haut avec des années qui se passent comme ça, en tout cas des semestres qui se passent comme ça tous les ans, et je vous dis un peu pire chaque année, ne rêvez pas à l'attractivité. Même s'il y a tout ce qu'on a cité tout à l'heure en termes de potentiel, l'attractivité, elle n'y sera pas, quoi. Parce que les gens, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne se projettent pas à ce qui va se passer dans 3 ans ou dans 5 ans. Ils voient ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ils en parlent aujourd'hui. Et peut-être qu'ils n'ont plus envie de le vivre, quoi. Donc voilà. Je pense que tout ça, donc c'est 7 points-là, on aura
des intervenants différents, donc peut-être 5 ou 6, je dirais, sur site, et peut-être 2 ou 3, ou 1 ou 2 à distance en visioconférence, mais on va traiter de tous ces sujets-là avec de l'IA. Et franchement, c'est assez étonnant ce qu'on peut arriver à faire avec cet outil-là, ou ces outils-là, parce qu'ils sont nombreux finalement. Il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que ChatGPT, il y a plein d'autres outils qui sont des LLM ou qui s'alimentent de ces LLM pour faire des choses. Et donc, on va en parler énormément les 26 et 27. Voilà. Alors, il reste juste 10 places sur les 15 qu'on avait prévues. Donc, depuis la semaine dernière, il y a 5 places qui se sont prises. Donc, ben, en serez-vous, hein, je vous pose la question. Posez-vous là, mais pas trop longtemps, parce que d'ici quelques jours, les places seront toutes prises. Et puis moi, je vais relancer pas mal de gens au téléphone pour finaliser, j'allais dire, closer un peu leur présence au séminaire. J'ai également quelques associés qui m'ont demandé d'arriver à plusieurs. Je leur ai dit, écoutez, non, pour l'instant, je préfère avoir quand même des cabinets différents pour laisser un maximum de chance à plusieurs cabinets. Maintenant, si j'ai des places libres et que voilà, j'ai pas la demande nécessaire, ben, je ferai venir plusieurs associés. Donc voilà, donc prenez vos places maintenant. Alors, je vais vous faire un cadeau, hein, puisque, bon, là, le séminaire, simplement en résumé, il répond aux 5 points que j'avais mis à la fin de mon livre blanc de l'année dernière, hein. Donc, dégager un gain de productivité très significatif, hein, et casser ces périodes fiscales infernales, retrouver de l'attractivité et réembaucher, ou embaucher peut-être des gens de profils un peu différents, avoir un positionnement novateur, avoir un système d'IA qui automatise un maximum de choses pour retrouver de la renta, enfin de la productivité et de la renta, et puis se faire plaisir, quoi. Parce que je vous dis, vous avez un métier magnifique. Il y a beaucoup de choses où stratégiquement, vous êtes extrêmement bien placé aujourd'hui pour aller sur autre chose. Sauf que là, vous êtes envahi par les missions récurrentes qui vous bouffent tout le temps disponible. Et je vous dis qu'ils finissent par bouffer aussi votre énergie, votre santé et tout un tas de choses. Donc là, je pense qu'il faut bouger vers ça. Et donc le cadeau que je vais faire à 5 d'entre vous, donc là vous êtes une vingtaine, là je vois tout le monde n'a pas pu arriver, là mais vous êtes une vingtaine. Je vais vous proposer une chose, c'est que pour 5 cabinets, le cadeau, puisque le séminaire de 2 jours va coûter 1 950 euros, hein, hors taxe pour les 2 jours, avec je dirais, l'environnement de logistique et tout ça. Pour tout abonnement au Pack Tools avec un an réglé d'avance, hein, vous aurez les 2 jours de séminaire gratuits. Donc, dépêchez-vous de profiter de cette offre-là parce que dans quelques jours, elle sera périmée. Quelques jours ou quelques heures, j'en sais rien, ça dépendra de la vitesse et de l'énergie que vous avez encore pour appuyer sur le bouton. À vous de jouer. Je vais vous faire un copier-coller du lien en question dans le chat. Alors, je ne sais pas si je peux le faire ici. Non. Je vais faire une petite manip. Voilà. Et je vais vous faire un copier-coller. Vous l'aurez comme ça à disposition. Toc. Alors, je vais arrêter le partage, sinon je ne peux pas. Hop. Voilà. Je vais mettre dans le chat ici. Voilà, vous l'avez dans la partie chat tout en bas du webinaire. Je vais vous renvoyer très vite parce que la dernière fois, je n'ai pas fait le retour là, du diaporama et du lien vers la vidéo. Donc, je vais vous renvoyer tout ça là pour le coup dès aujourd'hui. Et je vais vous envoyer à vous tous là qui est inscrit et présent ce lien là dès maintenant, là dans les secondes qui viennent, on va dire. Donc, vous allez avoir ça à disposition immédiatement si vous voulez vous en servir et faire partie des privilégiés qui seront là les 26 et 27 à Paris. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas, que je vous y accueillerai. Voilà, bah écoutez, j'ai mis un petit quart d'heure de plus que ce que j'avais prévu, toujours un peu bavard, comme d'habitude. Vous m'en voudrez pas. J'espère que les choses vous ont intéressé. Si vous avez des questions, posez-les
tout de suite, ou sinon, bah, écoutez, on se reparlera la semaine prochaine. Alors juste, je reviens sur la fin ici de mon exposé, puisque j'avais encore une petite diapo à vous montrer. Pardon. Hop. Voilà. Le prochain webinaire, donc ça sera le 7 juin, donc le lendemain de la date fatidique du 6, hein, qui est la date fatidique là, pour les dernières déclarations fiscales des dirigeants notamment. Je vais faire un spécial justement routine de santé et de productivité post-période fiscale. Alors, il y en aura moins que ce que vous auriez en venant au webinaire, enfin au séminaire, pardon, du 26 et 27, mais il y aura déjà des petites choses que je vais vous proposer, sachant que je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de travailler ce sujet-là, hein, parce que notre santé, c'est quand même notre bien le plus précieux, hein, avant l'argent, avant plein de choses. Donc, être riche et au cimetière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, autant être bien portant, enthousiaste et très content de, de ça. Magali qui me demande, abordez-vous le sujet du coût environnemental de l'IA et orienté vers des usages et solutions qui tiennent compte aussi d'objectifs RSE pour les cabinets? Alors, ça, c'est un sujet qui n'est pas forcément prévu au séminaire, mais par contre, j'en ferai le thème d'un webinaire prochain, parce qu'effectivement, on subodore d'ailleurs, mais on a déjà des premières études, des premiers écrits qui montrent que le coût de l'IA est très élevé en termes environnementaux. Et donc, effectivement, comme c'est en train d'exploser littéralement, je pense que OpenAI a fait une opération extrêmement habile en mettant la version ChatGPT 4o gratuite pour les gens. C'est que pratiquement dès les premiers jours de cette ouverture, pour les premiers qui ont pu avoir accès au truc, je crois qu'il y a eu une hausse de la fréquentation de 22% des clients sur les outils et également à peu près du même niveau sur le chiffre d'affaires de la société. Donc, ils ont compris que c'était malin de donner beaucoup pour après faire monter les gens sur du payant, mais effectivement, ça crée des problèmes de consommation électrique assez colossales, hein, parce que l'IA, c'est des fermes de très très gros serveurs très musclés qui quand même consomme beaucoup d'énergie. Et comme ça va exploser, monter en puissance très fort et devenir un sujet vraiment important, effectivement, c'est une bonne remarque, Magali, je vais en tenir compte, mais j'avais ça en tête. Je savais qu'à un moment donné, j'allais en parler. Donc, le fait que vous posiez la question va faire remonter peut-être dans les urgences de mes webinaires ce sujet-là. Donc, oui, tout à fait. Puis, je sais aussi que la RSE est un sujet qui motive pas mal de cabinets aujourd'hui. D'ailleurs, dans Pilot Guard, on aura prochainement des choses qui parleront de RSE. Donc voilà, c'est quand même un ensemble sur une strate de missions d'accompagnement pour les entreprises importantes. Et puis pour les citoyens que vous êtes, le fait de se dire, tiens, il y a peut-être des choix à faire dans les outils d'IA pour justement être plus économe, hein, au niveau de la consommation dans mon usage de l'IA dans le futur, c'est assez intéressant aussi. Donc, voilà, il fallait que ce soit une femme d'ailleurs qui pose la question, hein, parce qu'on peut penser que ces sujets-là vous motivent encore plus que les hommes a priori. Donc, merci à vous, Magali, pour cette bonne remarque. Voilà, donc en tout cas, la prochaine fois, puisqu'on sera vraiment le lendemain de la date du 6 juin, on va parler de santé. Alors, productivité, parce que de toute façon, quand vous portez mieux, vous travaillez mieux aussi, hein. Donc, j'ai lié les deux, mais ce sera vraiment très orienté santé. La productivité, c'est un peu la cerise sur le gâteau derrière, quelque part. Voilà. Merci à vous d'être restés quand même assez nombreux encore aujourd'hui, parce que là, ce sont vraiment les derniers jours du sprint. Merci d'avoir été présent, d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Et donc, je vais vous envoyer donc le lien, à moins que vous l'ayez copié pendant que je parlais, je vais vous envoyer le lien pour prendre le pack Tools.
et donc obtenir, si vous faites partie des 5 premiers, les places, en tout cas une place à ces 2 journées de notre séminaire des 26-27 à Paris. Voilà, bah, écoutez, belle journée, bon week-end, reposez-vous un petit peu, passez pas 2 jours à travailler. Je crois qu'il fait assez beau. Alors, je parle pour moi peut-être dans le sud-ouest, mais j'ai cru comprendre qu'il ferait peut-être globalement assez beau sur l'ensemble du territoire. Donc, profitez-en un petit peu, hein, et puis on se reparle le 7 juin avec un grand ouf dans votre tête et on va parler de santé beaucoup parce que je pense il y en aura besoin. Portez-vous bien. Je vous souhaite un bon week-end encore. À bientôt. Au revoir.